Que ce soit pour les louanger ou les démoniser, on peut dire que les fameux écrans ne laissent personne indifférent. Mais sommes-nous trop ou pas assez alarmistes face à l'omniprésence des technologies numériques dans nos vies? Place au débat avec Mathieu Arcan, jeune entrepreneur et fondateur du Gamer Mentor, dont la mission est de guider les adolescents passionnés de jeux vidéo à travers les défis de l'adolescence. Caroline Villeneuve, stratège et entrepreneur dans le monde du marketing numérique. David Manta, technicien en éducation spécialisée, enseignant de langue seconde et étudiant à la maîtrise en psychoéducation, ainsi que Priscilla Benchimol, experte en ingénierie pédagogique et en création de formations en ligne. Reste donc avec nous, je suis pas mal sûre que tu le regretteras pas. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello, bienvenue sur Foutrement Vrai pour une toute nouvelle table ronde. Aujourd'hui, on va se parler de l'impact des technologies numériques dans notre vie et j'ai le bonheur d'être entourée de 4 personnes issues de milieux, de contextes différents qui vont venir nous apporter des nuances, leur point de vue sur la question. Mais avant tout, j'aimerais qu'elles aient la possibilité de se présenter à nous. Je vais commencer avec Mathieu. Peux-tu nous parler un peu plus de toi? Puis c'est quoi ton rapport avec le numérique? Bonjour, effectivement, je m'appelle Mathieu Arcan, je suis fondateur du Gamer Mentor. Ma relation avec le numérique, c'est surtout les jeux vidéo, je vous dirais. Tu sais, j'ai ma première console, j'avais 6 ans, la PlayStation 1. Mon premier jeu, ça a été Crash Bandicoot, ça a été les Pokémon, ça a été World of Warcraft, ça a toujours fait partie de ma vie. Disons que mes parents comprenaient pas nécessairement pourquoi j'aimais ça autant quand j'étais adolescent. Fait que ça a amené à sûrement des problèmes que beaucoup de parents vivent aujourd'hui avec leurs ados vis-à-vis des écrans ou du jeu vidéo. Puis depuis maintenant 4 ans, grâce au Gamer Mentor, on aide les jeunes à trouver un équilibre là-dedans dans le jeu vidéo avec des pratiques, des ateliers de saines habitudes de vie. En fait, on traite le jeu vidéo comme si c'était une activité sportive ou une activité en soi, plutôt que de le mettre comme une perte de temps ou quelque chose de le voir d'un mauvais œil, on le traite comme si c'était une activité, plutôt que de passer pour le pot de biscuits qu'on met au 3e étage du garde-manger, puis que ça devient l'objet à atteindre, l'objet convoité. Nous, on normalise ça, puis ça fait que les jeunes, en fait, il y a moins de problématiques à la maison. Les parents, il y a une plus grande ouverture envers les enfants. Fait que je vous dirais que ça ressemble à ça pour ma petite présentation. Génial, merci Mathieu. Caroline? Merci pour l'invitation. Alors, je me présente, Caroline. Je suis une stratège, gestionnaire réseaux sociaux. J'ai plusieurs titres. Fait que mon rapport au numérique, c'est vraiment professionnel. Surtout depuis la pandémie, beaucoup de travail à distance. Une grande amoureuse, en fait, du travail à distance et de toutes les opportunités que ça nous a amenées. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, je vois le côté noir de la connectivité puis d'être aussi disponible tout le temps de n'importe où, n'importe quand. Et je suis aussi une maman de 2 garçons, 2 jeunes garçons, 3 ans et 5 ans. Et j'ai certaines inquiétudes parce qu'on démonise énormément les écrans présentement aux parents. Ça en vient presque anxiogène pour ma part là, de savoir est-ce qu'ils sont trop devant des écrans, est-ce que je suis en train de complètement gâcher mes enfants, je ne le sais plus. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant à multiniveau de venir parler avec vous ça aujourd'hui. Merci d'être là. C'est vrai que le discours qu'on entend n'est pas forcément très nuancé. Récemment, d'ailleurs, le gouvernement a commencé à nommer la possibilité qu'il y ait une commission pour parler de l'impact des écrans sur les jeunes, sur leur développement. Je peux comprendre que pour une maman, pour un parent, j'en suis une aussi, ça puisse devenir
un peu anxiogène et inquiétant. Donc, c'est sûr qu'on va adresser ça. Puis, je pense que tu vas particulièrement apprécier le point de vue de Mathieu, de David sur la question. Je te remercie d'être là, Priscilla. Hello, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, moi, j'accompagne les entrepreneurs en ligne qui veulent développer un programme en ligne, une formation en ligne, un coaching, enfin, une offre en ligne, une offre transformatrice. Et pour ça, j'utilise l'ingénierie pédagogique et toutes les stratégies pédagogiques. Donc, dans mon boulot, je suis en permanence connectée avec des tonnes d'outils. Donc, moi, quand j'ai entendu hyperconnectivité, évidemment que j'ai pensé réseaux sociaux. Donc moi, je suis en plein dedans parce que Instagram, c'est mon canal prioritaire. Donc je bosse avec. Mais je pense aussi à Discord, à Slack, à WhatsApp, à Notion, les notifications, les mails. Enfin, en fait, je suis vraiment en plein dedans. Donc, le rapport que j'ai avec le numérique, je vais être complètement transparente et je vais surtout pas m'amuser à donner des leçons, alors qu'en réalité, moi-même, je suis dans un rapport avec le numérique, parfois en lutte, parce que je suis consciente, vraiment clairement consciente. J'utilise beaucoup d'outils digitaux dans mon boulot et puis dans ma vie perso. Je me fais régulièrement happer par les réseaux sociaux et par les notifications en général. Il m'arrive de perdre beaucoup de temps. J'en suis consciente, c'est ça le pire. Il m'arrive de perdre beaucoup de temps en scrollant, en allant chercher ma petite dose de dopamine, comme les réseaux savent bien faire pour actionner le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc vraiment, clairement, je suis consciente et j'essaye de lutter. Donc voilà, je suis dans cet équilibre de lutte. Et comme Caroline, pareil, très sensibilisée aussi parce que j'ai donc 3 enfants, 18, 15 et 7. Donc par exemple, la petite, bah oui, de temps en temps, ça m'arrange 1000 fois qu'elle regarde un dessin animé ou qu'elle soit sur voilà, elle est très très demandeuse d'un téléphone, et puis alors les 2 grands, j'en parle même pas parce que oui, il y a eu la phase des jeux vidéo, il y a encore les réseaux sociaux, tout ça, donc évidemment que ça me questionne beaucoup. Oui, puis ce qui est intéressant, ben ça s'entend, je pense, tu n'es pas au Québec, donc ça va nous permettre aussi peut-être d'aller explorer un peu une perspective différente de comment ça se passe, les débats au niveau des écrans et des technologies numériques. Merci d'être là. On va terminer avec David. Allô tout le monde! Fait que moi, dans le fond, je suis intervenant TES au Gamer Mentor avec Mathieu. Il a vraiment bien expliqué c'est quoi notre mission puis c'est quoi qu'on fait. Mais je suis aussi enseignant. Donc, moi, dans mes pratiques éducatives, ben, c'est sûr qu'on utilise beaucoup la technologie. C'est sûr qu'aussi, ben, là, il y a des avancements aussi avec qu'est-ce qui se passe au niveau à Québec, là. Fait que, tu sais, avec toutes les modifications et tout ça. Puis, je suis aussi un étudiant à la maîtrise en psychoéducation. Donc, je suis aussi encore dans un siège d'un étudiant qui a beaucoup la technologie dans son quotidien pour pouvoir faire ses études et apprendre. Donc, j'ai comme 3 volets, là, carrément, que je suis tout le temps connecté. Donc, moi, mon rapport est très grand, là, et autant avec mes élèves, avec les jeunes que j'aide, avec le Gamer Mentor, puis aussi à l'école, ben, c'est ça, c'est ça que je vois vraiment comme tu sais, dans l'hyperconnexion et aussi la surstimulation en lien avec ça. Puis, tu sais, c'est justement d'avoir un équilibre. Fait que ça va être fort intéressant, je pense, de parler avec tout le monde. Puis, je comprends vraiment toutes les mamans qui sont là aussi pour le partage de la connexion. C'est très difficile. Puis, c'est ça. Ça va être super intéressant d'en parler. Merci d'être là. Merci à vous 4, en fait. Donc, aujourd'hui, on va parler des technologies numériques. Je pense que les gens qui nous écoutent l'ont deviné. C'est quelque chose qui envahit chaque aspect de nos vies. David, tu viens de le mentionner aussi parce que tu portes différents chapeaux, que ce soit dans notre travail, même dans la détente avec les applications de méditation, c'est partout. Dans l'éducation aussi, formation en ligne, cours en ligne, dans nos communications. Donc, notre question aujourd'hui, est-ce qu'on est trop alarmiste en soulignant les effets de plus en plus négatifs? Ou est-ce qu'on n'est peut-être pas encore assez prudent sur les véritables impacts de notre hyper-connexion? Donc, à chaud, j'aimerais entendre votre point de vue, tant d'un aspect personnel que professionnel. Qu'est-ce qui alimente votre perception? Je vais commencer avec Mathieu. Personnel et professionnel, je te dirais que j'abonde dans le même sens. Je pense qu'on est assez alarmiste. C'est juste que je trouve qu'on n'approche pas le problème de la bonne façon. Parce qu'on met des barèmes d'heures qui sont impossibles à respecter pour des parents et pour des enfants, qui créent justement ce syndrome d'anxiété, comme Caroline a mentionné. Parce que mon enfant fait 2h10 au lieu de 2 heures, je suis le pire parent du monde, je suis en train de détruire son cerveau. Alors que ce qu'il faut comprendre et sur quoi il faut s'attarder, c'est comment est-ce que l'écran est utilisé, pourquoi il est utilisé, quel besoin est utilisé, qu'est-ce qui est consommé comme contenu, que je peux faire confiance à mon enfant. Mais ça, on n'en parle pas. On dit si c'est plus que 2 heures, c'est problématique. Alors qu'un jeune qui joue 2 heures aux jeux vidéo avec ses amis à avoir du plaisir à rire, je trouve ça pas mal moins pire qu'un jeune qui fait 1 heure de doom scrolling seul sur TikTok. Mais je suis 100% d'accord, effectivement. En tant que tel, il a respecté son nombre d'heures. Fait qu'il faut arrêter de parler en nombre d'heures, il faut parler en fonction de contenu, de comment ça se passe, comment c'est géré, puis mon enfant aussi. Parce qu'on met des règles, parce que c'est le fun, là, on met des règles, on met des boîtes, parce que les gens peuvent rentrer dans les boîtes, puis s'ils fit dans les boîtes, ben tant mieux, on se sent bien, on se réconforte.
Mais il y a des gens qui faire 3 heures d'écran, ça les affectera pas de la même façon que d'autres personnes. Puis chaque personne est différente, puis ces règles-là ne peuvent pas fonctionner justement pour ces raisons-là. Fait que ça crée encore une fois des règles qui sont non respectables, anxiogénisantes pour les parents, pour les individus. Faut remettre du contexte, puis on entre un peu encore dans le fameux débat du qualitatif, quantitatif. Hein? On oublie justement que le contexte est tellement important là-dedans, ça va bien au-delà du temps d'écran. Effectivement, merci Mathieu. Caroline. Je suis tellement contente de ce que j'entends parce que effectivement, ça manque tellement de nuances. Au côté personnel avec les enfants, là, ça manque tellement de nuances, l'espèce de, justement, la boîte, le fameux nombre d'heures que à tel âge, tel nombre d'heures, pas d'exposition avant tel âge. Là, si il regarde la télé, mais là, moi, je regarde la télé, mais là, il est dans le coin, est-ce que c'est correct? Il est exposé? Il est pas exposé? Toutes ces espèces de questionnements-là, ça manque de nuances, du moins pour les enfants. Puis comme les miens sont encore jeunes, oui, la différence entre les contenus, la différence entre un jeu vidéo et tout ça, tu sais, ça fait partie, mais même le contenu comme tel qu'il écoute, ou même les tablettes, les téléphones, toutes ces choses-là. Au niveau professionnel, les adultes, je trouve que c'est plus sournois. Tu sais, tranquillement, pas vite. Je parle souvent de la pandémie quand je parle de ce sujet-là parce que la pandémie nous a rendus très, très, très connectés. C'était notre seule façon d'avoir un peu de social dans notre vie. On faisait des Zooms pour se parler. On communiquait de cette façon-là beaucoup. On s'ennuyait. On avait beaucoup de temps. On était beaucoup sur les réseaux sociaux. Bref, ça nous a amené à être très connectés. Comme je disais tantôt, ça l'a amené du bon dans le sens où le télétravail, être géographiquement indépendant un peu, tu sais, ça l'a amené beaucoup des emplois, le travail à distance et tout ça, ça l'a amené tellement de choses intéressantes pour certaines personnes. L'effet sournois que ça a d'être justement hyper connecté, d'être rejoignable tout le temps, d'avoir toujours nos outils. Et moi, je suis travailleur autonome, fait que je l'étais déjà un petit peu avant comme ça. Tu sais, la pandémie a juste amené une plus grande acceptation des autres à ce qu'on travaille de cette façon-là. Mais autant que c'est vendu de façon tellement séduisante, hey, travailler de n'importe où, c'est donc bien le fun. Mais après ça, d'être rejoignable tout le temps, d'avoir justement des multicanaux, Slack, si on a des notifications à plus finir sur des canaux infinis sur nos téléphones. C'est drôle parce que j'ai acheté une montre connectée, une montre intelligente il y a pas longtemps. C'est parce que je voulais donc bien traquer mon stress, mes pas, puis tout ça. Puis on dirait qu'après quelques jours, je l'ai enlevé. Je vais encore l'utiliser pour le gym ou tu sais des choses comme ça pour tu sais mes performances d'entraînement. Mais ça me rendait anxieuse de voir mon cœur tout le temps en train de battre. Fait que je l'ai enlevé. Fait que j'étais comme un outil qui est supposé de me servir est venu me rajouter un Je pensais que ça allait me rajouter un niveau de conscience sur ma santé puis être plus aware de comment je vais puis tout ça, puis ça m'a juste rajouté de l'anxiété finalement, d'avoir trop d'informations. C'est vraiment l'espèce de dichotomie entre les deux aussi, justement, un désir d'être informé, un désir d'avoir une certaine conscience, d'être en communication. Donc, c'est vrai que ça a l'air séduisant comme ça, mais ça amène d'un autre côté une certaine forme de déconnexion de la réalité, justement. Et je peux comprendre que ça puisse amener un certain niveau d'anxiété. Merci, Caroline, de ton partage. Priscilla. Alors, je rebondis avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je suis 1000 fois d'accord. Pour moi, tout réside dans la nuance. Ma difficulté pour répondre là comme ça à chaud, c'est que oui, c'est grave en fait. Effectivement, le problème est grave. Les répercussions sont réelles. Mais j'ai l'impression que l'équilibre est pas toujours là. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'hyperconnectivité, les réseaux sociaux qui peuvent être un poison lent, notamment pour la santé mentale. Donc, je parle d'addiction, j'utilise souvent le mot vortex. J'ai l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle que je me fais aspirer par mon téléphone quand, je suis dépossédée de quelque chose. Caroline en parlait, la pression d'être toujours là, de ne rien manquer, de répondre, l'hyperstimulation et puis l'anxiété. La comparaison avec les réseaux sociaux, enfin bref, tous ces trucs-là, ça peut user les nerfs. Vraiment énormément, ça peut générer de l'épuisement, enfin voilà. Et d'un autre côté, je trouve qu'il faudrait pas tomber dans la caricature du c'était mieux avant. Parce que les technologies numériques, mine de rien, ça nous donne des outils formidables. Ça permet de connecter les gens. On le voit là, ce qu'on est en train de faire. Ça permet de connecter les gens, ça ouvre des portes à des opportunités. On peut s'exprimer, on peut se soutenir. Donc, voilà, je suis vraiment partagée entre ces deux axes. Je crois que le problème ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans l'usage, c'est ce que disait Mathieu, dans l'usage qu'on en fait, dans l'éducation numérique qu'il va y avoir, dans la connaissance de ses limites personnelles. Voilà, je pense que si on se focalise uniquement sur les dangers sans regarder ce qu'il y a autour, ce que disait Mathieu, en fait, effectivement, les dangers, ok, plus de 2 heures quand le gamin il a moins de 3 ans, très bien.
Sauf que finalement, ces 2 heures-là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ces 2 heures-là, elles sont uniquement, voilà, c'était juste pendant un trajet en voiture parce que ça l'a calmé? Est-ce que voilà, pareil pour les jeunes, les jeux vidéo, exactement pareil, c'est-à-dire que est-ce que derrière il y a de la dépendance? Est-ce qu'au contraire il continue à connecter avec ses copains? Est-ce qu'il continue à manger? Est-ce qu'il fait ses devoirs? Est-ce que machin? En fait, c'est tout un écosystème, je trouve. Donc la question de savoir si on est trop alarmiste ou trop laxiste, je crois qu'en fait la clé c'est vraiment d'aller chercher cette modération et cette responsabilité, quoi, vraiment. Voilà. J'ai l'impression que pour les gouvernements, par exemple, pour les décideurs, c'est plus facile d'aller dans un discours qui va être un peu alarmiste parce qu'ils vont avoir l'impression que ça va amener les gens à se mettre davantage en action. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire quand on fait ça, justement. Tu sais, ça va venir accentuer le sentiment de culpabilité des parents, notamment. Est-ce que ça va être plus sain par la suite ou ils vont tomber dans l'autre extrême de complètement tout interdire puis finalement de rentrer dans une dégradation de la relation qu'ils ont avec leurs adolescents, par exemple? Je sais qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais David, toi, ton point de vue sur la question? Ben justement, pour rebondir un peu avec l'anxiété des parents, là, parce qu'après, je vais parler de mon côté professionnel, parce que moi, je le vois vraiment beaucoup. Puis en 2020, en fait, cette année, il y a eu une étude qui a été sortie aux États-Unis sur l'anxiété liée à l'utilisation de la technologie, que ce soit jeux vidéo, les écrans, tout appareil là, électronique donné à leurs enfants. Puis que ça devient une tâche, c'est vraiment demandante et chargée pour les parents, surtout dans le lien dans le paraître. Fait que, tu sais, même si on veut essayer d'être pas dans le paraître, c'est quand même une pression sociale, une pression parentale de devoir donner ça à notre enfant parce que tous les enfants ont cette offre ou ont probablement l'accès. Donc, ça vient vraiment rajouter l'anxiété là, qu'on voit beaucoup dans nos jeunes parents et même parents plus vieux qui ne sont peut-être pas autant branchés, comme on pourrait bien le dire. Fait que déjà là, tu sais, au niveau professionnel, moi, je le vois vraiment, tu sais, l'enjeu. Puis, tant pour nos jeunes aussi, c'est que je trouve qu'on est alarmiste je trouve qu'on l'a très bien dit tout le monde ensemble. Tu sais, c'est qu'on est alarmiste sur la quantité, mais pas nécessairement sur la qualité et l'utilisation de nos appareils puis de nos outils, qui fait qu'on perd un peu justement la nuance puis qu'est-ce qui est sain, en fait, de notre utilisation. Parce que je trouve qu'après, mettons, on est alarmiste pour nos jeunes, mais lorsqu'on arrive adulte, on le banalise un peu en disant « mais c'est le travail, j'ai pas le choix ». Fait que pour plusieurs d'entre nous, on reste branché parce qu'on n'a pas le choix puis parce qu'on doit, tu sais, on a des factures à payer, on a des choses à faire, qui fait que, dans le fond, même si on veut l'appliquer à nos enfants, on ne l'applique pas à nous-mêmes puis c'est dangereux. Souvent, on se le dit, tu sais, moi, en tant qu'étudiant, là, je suis constamment branché, non seulement pour mon travail, mais aussi pour l'école, pour apprendre. Puis là, en même temps, j'ai les réseaux sociaux puis je veux rester connecté à ma communauté, à mes amis, à la socialisation. Puis ça fait que c'est comme constant, tu sais. J'ai jamais l'impression que je ferme les yeux puis j'ai pas un appareil sous la main puis devant mes yeux. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est quand même intéressant, là. Oui, ben parlons-en de la variété d'outils, justement, là, parce que tu nous dis, il y a peut-être une certaine forme de banalisation pour certains, moins pour d'autres. Je pense qu'il y en a qui ont mauvaise réputation, tu sais, puis depuis longtemps, les jeux vidéo notamment, c'est comme, Exact. on va avoir le jugement facile sur ça, alors que on va pas questionner un professionnel qui est incapable de ne pas regarder ses courriels à toutes les 5 minutes et même le soir, la fin de semaine, etc., etc. Ça, c'est normal. Ça, c'est en quelque sorte même peut-être un peu valorisé. Ah, ça, c'est une personne qui aime son travail puis qui est investie, etc. Donc, je vois qu'il y a quand même une certaine forme de divergence à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a certains outils qui nécessitent plus de vigilance que d'autres, d'après vous? Ben, c'est sûr que, tu sais, lorsqu'on parle d'un outil qui nous est utile dans notre quotidien pour faire notre travail, tu sais, c'est sûr que mettons qu'on fait un chiffre de 8 heures à 5 heures, puis on est sur nos écrans, puis c'est comme ça qu'on communique, que vous faites vos conférences, vos formations. Jusqu'à quel point où ce que on doit être connecté. Tu sais, je comprends que il y a une certaine importance lorsqu'on est travailleur autonome ou on a notre propre compagnie qu'il nous faut et c'est de cette manière-là qu'on reçoit de visibilité et tout ça. Mais reste que si on veut que ça soit sain puis dans notre équilibre, j'ai l'impression que pour s'assurer qu'on a nos autres rôles, pas juste en tant que travailleur, ben, on peut se déconnecter aussi pour être dans notre réalité, comme on en parlait un peu. Mathieu, toi, t'en penses quoi? Est-ce que on doit s'inquiéter plus? Tantôt, tu parlais de TikTok versus un jeune qui ferait des jeux vidéo, mais en socialisant avec ses amis. Tu sais, est-ce qu'on doit être peut-être plus vigilant à certains niveaux plus qu'à d'autres? Ben, dans le fond, que ce soit un parent ou un jeune qui joue aux jeux vidéo, qui joue trop aux jeux vidéo, quel besoin? Le parent qui est pas capable de ne pas répondre à ses courriels à 9h30. Pourquoi? Travailleur autonome qui doit répondre à 9h30, qui sont obligés de travailler. C'est parce qu'il a peur de perdre un contrat. S'il répond pas là. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, ce comportement-là? De finir dans le manque, finalement. Je vais perdre ce contrat-là, je vais perdre 1500$, je vais perdre 2000$. Faut que je réponde, je mets cette pression-là parce que jeux vidéo, pourquoi je joue avec mes amis? C'est-tu le besoin d'appartenance? D'être avec ma gang? Ma gang, si je joue pas avec ma gang, mais je serai plus dans la gang. Si j'achète pas des skins, des cosmétiques, je serai plus dans la gang. Je peux pas me différencier des autres avec mon personnage.
En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question par rapport à l'utilisation, quand elle devient nocive et toxique, autant en tant qu'adulte qu'en tant qu'adolescent. Puis j'imagine quand on se questionne par rapport aux besoins, justement, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons aussi qui sont disponibles, tu sais, pour me permettre de répondre à ces besoins-là, ou c'est la seule et unique façon d'y répondre? Exact. Puis tu sais, avec David, on le travaille souvent dans les saines habitudes de vie. C'est quoi vos mécanismes de défense quand vous vivez une situation difficile? Si tu vous réfugiez dans le numérique, dans les jeux vidéo, êtes-vous capable d'aller voir un ami? Êtes-vous capable d'en parler? J'écoute de la musique, tu sais. Puis si tu as une variété de mécanismes de défense, c'est pas mal moins alarmant que si tu en as seulement un. À l'âge adulte, ça peut être l'alcool, la drogue. C'est important ce que tu nommes là, vraiment, parce que là, on diabolise, par exemple, les technologies numériques, mais ça reste que oui, ça peut devenir une espèce d'espace de fuite et il y en existe plein d'autres. On s'entend le magasinage en ligne, l'alcool, Le numérique la n'a rien drogue, etc. inventé, là. Le numérique Non. n'a rien inventé, il n'a rien changé. C'est juste une nouvelle forme de coping. Excusez l'anglicisme, là. Effectivement. Caroline, toi qui es maman de jeunes enfants encore, qui commencent à naviguer dans le monde des technologies numériques, est-ce que tu penses qu'on doit peut-être s'inquiéter plus justement sur l'utilisation des plus jeunes versus des plus vieux où on est dans l'égal? En fait, il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites en même temps, puis il y a plein de pensées qui me viennent à l'esprit, mais pour répondre à ta question, moi, honnêtement, c'est très intuitif, ma façon de m'amener. J'ai comme coupé là, les conseils de tout le monde, puis je vais dans l'intuition avec mes enfants. Puis c'est ce qui me fait sentir le mieux. Je pense qu'on devrait tous faire ça anyways. Mais moi, pour ma part, effectivement, que je fais une grosse nuance entre ce qui est écouté. Par exemple, chez moi, le choix qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas de YouTube, par exemple. Ils sont vraiment très petits, c'est pas régulé, je sais jamais sur quoi ils vont tomber avec cette plateforme-là. Donc, ils sont trop petits pour avoir un autodiagnostic sur est-ce que c'est correct, qu'est-ce que j'écoute ou pas. Puis une chose en amène un autre, je me retourne puis ce que je vois qu'ils regardent, je suis pas à l'aise. Fait que j'ai coupé cette plateforme-là, par exemple. J'aime pas beaucoup qu'ils jouent avec nos téléphones parce que pour plein de raisons, on sait pas sur quoi ils peuvent tomber. Ils peuvent toucher à des choses qu'il faut pas. J'aime pas les jeux sur les téléphones en général. Par contre, on a des tablettes. Les tablettes, c'est des Amazon tablettes que je contrôle tout ce qu'il y a dedans. Je peux même mettre une limite de temps. Puis, c'est quelque chose qu'on sort seulement quand on va en voiture pour les vacances. C'est pas dans notre écosystème sinon. C'est vraiment un objet de vacances, un objet de route. C'est le règlement que nous, on a mis, c'est la façon de le réguler. Ça rend, hey, on s'en va en voiture, c'est la récompense, mais c'est pas quelque chose qu'on a dans notre quotidien. Puis ça, c'est le choix qu'on a fait, tu sais. Fait que nous, on a fait des différences comme ça, on a fait des nuances qui nous semblaient logiques, probablement qui ont trop d'écran pour la boîte pour en ce moment. En même temps, j'ai le goût de dire, moi, par exemple, je suis une grande fan d'Harry Potter, puis pour ma petite histoire, j'ai fait une dépression il y a 2 ans, puis c'est vraiment Harry Potter, ma passion d'adolescente qui m'a reconnectée à la vie. J'ai comme reconnecté avec mon cœur d'ado, mon cœur d'enfant, puis il y a beaucoup de choses en ce moment dans ma vie qui sont en symbiose avec cet univers-là. Puis c'est très intentionnel justement pour me rappeler qu'il faut avoir du plaisir. Puis je partage ça beaucoup avec mes enfants. On écoute les films avant de se coucher le soir, on s'assoit ensemble. C'est un moment de famille, c'est un moment plan. Ils me posent des questions sur l'univers. Puis c'est très présent, c'est omniprésent c'est quelque chose qu'on partage parents-enfants dans notre écosystème. C'est beau, là, Caroline. Ce que tu dis, c'est que oui, il y a des écrans, oui, il y a de la technologie, mais il y a un contexte, il y a une intention derrière, il y a de la présence dans l'instant qui est là. Hein? C'est justement, on parlait de dumb scrolling tantôt, c'est quand on est complètement déconnecté de la réalité puis qu'on sait même pas pourquoi on le fait. Mais ça fait une différence importante. Mathieu voulait réagir là, à ce que tu étais en train de partager. Caroline, dans le fond, c'est ça, c'est pour te rassurer vis-à-vis YouTube. 3-5 ans, c'est bien correct là, qu'ils ne soient pas sur YouTube, mais quand tu vas vouloir l'introduire avec eux, il y a l'application YouTube Kids, que c'est des vidéos qui sont automatiquement, dans le fond, qui sont pour les enfants, qui sont automatiquement triées, puis que le contenu a été révisé, qui peut être présenté à des enfants. De ne pas faire jouer tes jeunes à des jeux vidéo gratuits sur le téléphone, c'est parfait. Parce que souvent, il y a des publicités qui vont être faites pour du contenu adulte qui vont être passées au travers de ces jeux-là, même si le jeu a été créé pour un enfant. Puis aussi, si tu veux des jeux vidéo pour enfants, nous, on est dans le milieu de l'éducation. Il y a une EdTech qui s'appelle ALEC, A-L-E-C, chez EduMedia. Puis c'est des jeux justement à apprendre le français, mathématiques. Puis c'est du 5 ans à 12 ans. Fait que comme maternelle à 6e année. Fait que ça peut être une bonne chose. Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Harry Potter, parce que c'est exactement ça que les pédiatres ils ont changé un peu leur discours par rapport aux 2 heures fermes. C'est comme parfait 2 heures, mais que ça soit un moment en famille.
Tandis que les Mhm. enfants créent des souvenirs, des moments, que ce soit un moment appréciable, pas juste si je donne mon iPad pendant 2 heures puis Pour je fais faire mes autre affaires dans chose. mon bar. Mm. Exact, que ça soit un moment familial, en fait. Puis il y a des souvenirs qui soient créés. Tu sais, de regarder des photos avec un enfant sur un téléphone, là, tu vas pas l'endommager. Je veux dire, c'est Non, pas c'est une ça. mauvaise chose, là. Fait que, tu sais, c'est parfait, là. Si tu veux puis t'écouter ton instinct, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux parents, là. Faites-vous confiance si vous autres connaissez vos enfants le mieux, toi le voisin. Absolument. Puis, tu sais, faut s'entendre aussi que il va y avoir des moments où ça va être probablement la meilleure solution qui va être à notre portée de peut-être 30 minutes laisser notre enfant sur le iPad. On n'est pas des monstres non plus. Tu sais, je pense qu'il faut juste prendre un pas de recul et le regarder d'une façon plus large, globale. Tu sais, dans la semaine, ça s'est passé comment? Dans le mois, ça s'est passé comment? Tu sais, c'est toujours comme ça qu'ils consomment les écrans, là. Tu sais, sans qu'il y ait de présence, sans qu'il y ait de questions, de relations. Bref, donc c'est pas comme au compte-gouttes qu'il faut l'observer, je pense. Priscilla, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je pense que, je pense qu'il y a des outils numériques qui demandent une vigilance accrue, mais peut-être que des fois c'est pas toujours ceux auxquels on pense en premier. Par exemple, les jeux vidéo, évidemment, bien sûr qu'il y a de la vigilance. On en a parlé, on a fait le tour là-dessus, mais mine de rien, ça a été dit, tous les jeux qui vont être à forte composante sociale, vont offrir un espace de connexion chouette, authentique. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, tous les jeux qui sont là pour exploiter au max le mécanisme de récompense du cerveau, qui vont accrocher les jeunes au point d'effectivement les déconnecter, là, effectivement, il faut une vigilance de dingue. Celui dont on se méfie peut-être un peu moins, ou dont on parle un peu moins, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et après, je parlerai des réseaux sociaux pour taper dessus au max. Mais j'ai l'impression qu'on sous-estime encore un peu trop, c'est les plateformes de travail, d'une manière générale. Donc, on parle des réseaux sociaux et des jeux vidéo comme les grands coupables. Sauf que les plateformes de travail méritent qu'on s'y attarde quand même parce qu'elles sont très sournoises et elles nous obligent à redéfinir ou en tout cas à complètement zapper la notion de frontière entre vie perso, vie professionnelle. Et ça, je le vis vraiment. Être joignable, répondre à ses mails à pas d'heure, juste, j'aime bien ce truc, moi je suis la première à dire ça, juste checker. Mais en fait non, c'est pas juste checker. En fait, une fois qu'on a checké, on tombe dedans. Et ça crée une fatigue mentale forte, quoi. La plupart de ces plateformes-là vont offrir des moyens de contrôler les notifications et tout, mais encore là, ça vient se positionner dans un contexte d'organisation. Est-ce que tout le monde se permet de fermer les notifications? Est-ce qu'on valorise, on encourage ceux qui ne le font pas? Donc, même si c'est disponible, est-ce que les gens savent comment faire? Donc, effectivement, ça peut devenir un peu vicieux en quelque sorte parce que on le sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on voudrait contrôler, mettre davantage nos limites, mais on n'est pas certain qu'on peut vraiment se le permettre aussi. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, avant d'être dans l'entrepreneuriat, j'ai été 20 ans prof à l'éducation nationale et donc il y avait ça à une échelle peut-être moindre par rapport à d'autres grosses boîtes, mais il n'empêche qu'il y avait les mails, des plateformes, bref. Et je pensais qu'en basculant dans l'entrepreneuriat, en étant du coup indépendante, je pensais que justement j'allais pouvoir dire stop à tout ça parce que c'est moi qui décide si je veux pas me connecter. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pire. Non pas parce que je veux pas perdre des clients ou quoi, c'est parce qu'en fait, c'est devenu ça me nourrit vraiment. Voilà, j'ai envie de. Je parle pas de financièrement, je parle de ça me nourrit. J'ai besoin de savoir si ce client il a répondu et si ce truc-là et machin. Et voilà. Et ça, je pense que là, il y a une toxicité qui est là pas mal. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux et eux, moi, je les subis parce que il y a des outils qui existent pour limiter. Malheureusement, des fois, je les contourne. J'ai un truc au bout d'une heure qui me dit et malheureusement, souvent, Donc voilà. Là, pour moi, il y a un danger vraiment réel parce que les algorithmes montrent qu'une fraction du monde et souvent cette fraction elle est extrême, polarisée. Oui, la chambre d'écho en fait aussi, c'est Ouais, qu'on finit par être comme entouré exactement de gens qui ont une façon de voir les choses un peu comme nous et puis ça peut faire en sorte que ça nous ferme, ça nous isole enferme exactement et je trouve que souvent pour aller chercher cette dose là de plaisir, on tombe dans quelque chose qui finalement nous coupe de la réalité. Et du coup, on en devient addictif. Et du coup, parfois, on oublie qu'on devrait préférer les interactions réelles. Merci. David, j'ai envie de te faire poursuivre. Étant donné ton background d'éducateur spécialisé, tu étudies en psychoéducation aussi. Donc, on parle de plus en plus des effets négatifs de l'hyperconnexion.
Il y a même certaines personnes qui appellent à une majorité numérique, donc d'instaurer vraiment un âge minimal. Qu'est-ce qui arriverait, en fait, si on prenait pas ces conséquences-là au sérieux, si on n'agissait pas sur les risques que ça amène, notamment au niveau de la santé mentale? Ben oui, ben tu sais, mettons, juste au niveau développemental, là, tu sais, mettons qu'on passe à jeune, qui est beaucoup dans, tu sais, surtout nos petites générations sont beaucoup là-dedans, là, sont nés, puis il y avait déjà la technologie là aussi, fait que tu sais, déjà là, ils savent que ça existe. C'est avec la surutilisation, fait qu'on emmène tranquillement à de la cyberdépendance. Fait que, tu sais, ça vient, en fait, c'est plus au niveau de l'humeur. Fait que, tu sais, souvent, c'est qu'on pense qu'ils vont juste être branchés, ils vont être en mode zombie, puis ils vont pas parler de ça, mais il y en a beaucoup que c'est, dans le long terme, en dehors d'être sur les écrans, ils vont développer des comportements compensatoires. Donc, ils vont être irrités, ils vont avoir plus de la difficulté au niveau de leur gestion émotionnelle. Ça peut être au niveau de l'anxiété. Pour plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos adolescentes, jeunes adultes, par la pression qu'ils vont avoir sur l'esthétique, sur la surexplication, se comparer. Fait qu'on va voir de plus en plus ça et ça commence de plus en plus jeune à devoir se comparer, que ce soit l'apparence, nos talents, notre unicité. Fait que le fait qu'on est unique, tu sais, ça vient autant nous différencier que nous rassembler. Fait que tout ça, là, tu sais, au niveau psychologique, là, on voit vraiment plus au niveau de la fatigue aussi, la surutilisation. On l'a vu dans nos générations, il y avait tous des iPads dans les classes, là. La fatigue constante au niveau de la concentration, le fait d'être pas capable d'être concentré dans des longues périodes de temps. Même moi, en tant qu'adulte, je vois la difficulté de plus en plus à chaque fois que je suis plus au travail, mettons, numérique, plutôt qu'au bureau ou à l'école, je suis moins concentré, là. Tu sais, mettons, au téléphone, Priscilla, je trouve qu'elle avait bien dit, tu sais, mettons, je sais que je me mets une limite, là. Mettons, 15 minutes sur Instagram, je peux scroller, je peux regarder qu'est-ce qui m'intéresse. Le petit sablier, il apparaît, je fais, ignorer. Puis là, je continue. Mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y a ça? Ben, c'est parce que c'est constamment stimulant aussi. Fait que, tu sais, c'est que tout est rapide. Puis après, quand on arrive dans la réalité, c'est lent. Fait que là, il y a ça aussi. Tu sais, c'est ça que ça développe au niveau de notre cerveau que de jeune à adulte. C'est juste que quand on est plus exposé quand on est jeune, c'est sûr que on multiplie, là, le facteur de cyberdépendance ou d'être juste plus connecté. C'est facile, je pense, de tomber dans les extrêmes. Justement, on parlait de l'idée vraiment de la majorité numérique. Est-ce que c'est vraiment la solution? J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Mathieu. Où est-ce qu'on trace la ligne là, entre être exagérément alarmiste ou genre être dans le je m'en foutisme un peu, là? Ben, tu sais, c'est pas évident. Puis je te dirais que c'est chaque individu qui va venir à tracer sa limite lui-même. Je pense qu'il faut présenter les faits aux gens. Encore une fois, c'est ça, c'est que tout va agir de façon différente. Les gens soient conscients de comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'ils soient capables de mettre leurs pieds à terre. Si c'est au travail, ben, tu sais, je veux dire, est-ce que moi, ça me convient pas de devoir répondre à tes courriels, mettons, en tant que patron, jusqu'à 8-9 heures le soir, là. Puis, tu sais, après ça, si tu perds ton emploi à cause de ça, ben, c'est plate à dire, mais c'est vraiment le bon emploi pour toi, tu sais. Parce qu'en final, ça a l'air d'avoir un conflit de valeurs avec l'entreprise sur laquelle tu travailles. T'sais. Puis tu sais, même chose pour les jeunes. Est-ce que c'est de donner les outils aux jeunes, leur faire comprendre comment justement ces mécanismes-là fonctionnent, leur faire comprendre pourquoi ils jouent en ce moment? Nous, c'est un peu ça notre but avec David et moi, c'est que les jeunes, quand ils partent, quand ils démarrent leur jeu vidéo, OK, si tu fais, j'ai un examen de français demain, j'ai pas étudié, puis je sais que ça va mal se passer, fait que dans le fond, j'ai juste envie de penser, fait que je vais aller faire une game de jeu vidéo. Ou c'est parce que j'ai envie de connecter avec mes amis, j'ai envie d'avoir du plaisir, ou c'est parce que moi, j'ai un esprit de compétitivité, puis ça me permet d'exprimer cette compétitivité-là. D'être capable de mettre les mots sur le pourquoi on fait ces actions-là, puis après ça, on est capable de prendre action sur un comportement qui est toxique ou négatif. Quand on commence à se rendre compte qu'on tombe dans des patterns, c'est un peu comme une relation de couple, tu sais. Tu tombes dans des patterns, là, tu vois que tu tombes dans un pattern de gars ou de fille ou peu importe, ben, souvent tu vas, non, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, peut-être trop de fois, puis ça a fait mal à chaque fois, fait que je me rembarque pas là-dedans. Donc, de ramener de la conscience, davantage de se poser des questions. D'apprendre à se connaître comme individu, ce qu'on fait pas beaucoup avec les jeunes. On leur apprend à faire des choses, je te dirais, Mathieu, mais pas à être quelqu'un. C'est un challenge, je pense, pour les personnes de tous les âges, en fait, de prendre conscience peut-être qu'apprendre à se connaître, c'est le chemin d'une vie, hein, parce que qui tu es maintenant, ça sera pas forcément qui tu es dans 20 ans. Tu parlais c'est un peu à chacun de mettre sa limite. Mais là, justement, la responsabilité qu'on a comme parents face à nos jeunes qui sont peut-être pas encore rendus capables de les mettre leurs limites, c'est quoi notre responsabilité? Ben, c'est de s'intéresser, poser des questions, partager les moments avec eux, de ne pas démoniser ce qu'ils font. Tu sais, on dit souvent en exemple, David et moi, le jeune vient de faire un dessin. Hey, wow, tu le mets sur ton frigidaire, t'appelles les grands-parents, il t'annonce qu'il a fait un top 1 sur Fortnite, parle-moi-en pas, ça m'intéresse pas. Puis là, 2 ans plus tard, pourquoi mon jeune me parle plus, j'ai plus de relation avec lui? Ben, tu sais, tu viens
le battre du revers de la main, que de toute façon, son univers ne t'intéresse pas. Ouais, Ben ça favorise l'isolement chez un enfant. ouais, vraiment. Fait qu'il faut sauter à pieds joints dedans. Faut pas avoir peur de se mouiller. Faut parfois jouer avec nos enfants, même si ça nous intéresse pas. Des fois, les mettre dans des positions où ce que eux nous apprennent le jeu, travailler la confiance en soi, l'estime de soi de notre enfant. Souvent, c'est ça. Un jeune, mettons, qui va tenir dans une gang. Ça nous est arrivé au Gamer Mentor. Un jeune qui joue avec une gang de jeunes à l'école. Il se parle mal. Il s'insulte en jouant. Ça fait partie. C'est ça qu'il a connu. C'est toujours ça. Ça s'est toujours passé de même. Il arrive au Gamer Mentor, pratique encadrée, supervisée. On se parle bien. Ah, crime, la gang où ce qu'on se parle mal. Finalement, j'ai connu autre chose. Ça peut ne pas être ça aussi. Ben, je mets mon pied à terre, puis garde, moi, je décide que ça se passera pas comme ça. Puis quand je vais trouver des gens avec qui jouer, ben, j'ai envie que ça soit agréable et positif. Parce que si j'ai juste 2 heures, on va s'arranger pour qu'il soit le fun. Mais c'est parce qu'en même temps aussi, le fait de pas le démoniser, ça fait en sorte qu'on peut justement proposer des expériences différentes et le jeune a envie de nous en parler. A peut-être envie aussi de nous parler de ses inquiétudes s'il se sent pas bien dans un contexte, alors que si c'est « Oh non, à chaque fois que j'en parle, ma mère ou mon père me critique », OK, tu sais, je vais m'isoler puis je vais rester pris avec ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Fait que Caroline, ça veut dire peut-être c'est le temps de sortir les jeux de Harry Potter. J'ai pas trouvé de façon de le placer, mais moi, je joue à Hogwarts Legacy puis je suis vraiment pas une fille qui joue aux jeux vidéo, mais ça a été comme... Puis c'était vraiment une façon pour moi de couper tout le reste, le travail, le stress, tout ça. Puis hey, cet après-midi, je me donne 1 heure pour jouer à Hogwarts puis avancer dans mes affaires. Ben c'était une partie de plaisir, c'était le fun, c'était encore une fois, tu sais, je parlais de cœur d'enfant tantôt, mais tu sais, je veux dire, je le faisais vraiment pour le plaisir. Il y avait aucune genre échappatoire ou tu sais, c'était vraiment positif. Puis je suis pas devenue addict. J'ai fini ma partie, fait que c'est fini. Mais l'idée est que ben mes enfants évidemment ils aiment ça me regarder jouer ou tout ça, sont trop petits pour jouer. Mais concernant si on est trop alarmiste ou pas, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'on dit depuis tantôt, c'est justement comme d'aller dedans, mais avec de l'éducation puis de l'awareness autour de ça. Puis on a parlé plutôt travail autonome, connectivité, le travail. Tu sais, est-ce que c'est notre patron ou c'est une pression de nous-mêmes? Mais je comprends tellement ce que Priscilla voulait dire tantôt parce que oui, quand c'est une pression du patron d'être connecté et tout ça, tu sais, on peut peut-être tracer une ligne, changer d'emploi. Quand c'est notre business, des fois, on est comme, OK, il faut que je mette mes limites, c'est assez, je ferme tout, là, c'est assez. Mais ça nous procure effectivement du plaisir d'être au courant de ce qui se passe et tout ça. Puis de justement avoir ce réflexe-là de pourquoi j'ouvre encore mes courriels à cette heure-là? Qu'est-ce que je veux vraiment aller chercher? Je veux être une entrepreneur responsable qui est au service de ses clients. Ma dose de dopamine au cas où j'ai des ventes qui ont apparu pendant mon sommeil. Comme qu'est-ce que je vais chercher vraiment? Puis moi, c'est un peu les questions que j'essaie de me poser de façon plus intentionnelle cette année. Je me pose la question, qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que je sers vraiment quelqu'un en me levant le matin puis en regardant mes courriels ou je me sers moi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça peut attendre à 9 heures? Parce que moi, ce qui se passe, c'est cette ouverture de courriel-là futile et sur un coin de table. Ça me rend souvent impatiente. J'étais avec mes enfants, ils me parlent, ils me demandent des choses le matin, puis je suis en train de regarder 2-3 courriels. Là, le stress de qu'est-ce que je vais avoir à faire à 9 heures commence à embarquer. Là, je commence à Absolument. être OK, go, faut que ça... Tu sais, je suis comme stressante à cause que je commence à être stressée. Mais là, t'es rendu dans le futur. Tu sais, t'es plus en train de vivre le moment présent. Là, t'es en train déjà de comment est-ce que ça va se passer quand je vais devoir m'asseoir pour répondre, comment le client va répondre, etc. Donc, déjà, juste le fait de t'être fait happer par ça, ça te sort de ton quotidien à ce moment-là parce que, tu sais, c'est d'essayer de tout faire en même temps, en fait. C'est d'être à la fois connecté puis à la fois dans le monde réel. Fait que moi, que ce soit les enfants, les adultes, les ados, je pense que c'est vraiment d'avoir comme plus de discours sur l'éducation, sur qu'est-ce que ça nous fait, pourquoi on le fait, pourquoi je joue aux jeux vidéo, pourquoi mon enfant, pour quelle raison je laisse mon enfant regarder un écran présentement? Est-ce que c'est pour le garder? Pour que je puisse faire autre chose. Des fois, c'est correct. Des fois, je veux faire le souper puis écoute, ça me le prend le 20 minutes de bonhomme pour que je puisse aller juste avancer un petit peu. Ça, je le fais aussi. Mais je pense que c'est toujours de se poser la question pourquoi on s'expose ou on expose nos enfants à un écran, dans quelle intention, puis de se poser des questions sur les intentions puis les pourquoi. Je pense que c'est plus une éducation dans ce sens-là qui va nous amener les meilleures réponses qu'une législation stricte sur « Hey, on devrait passer autant de temps au travail. À partir de telle heure, le soir, on devrait arrêter. » ou tu sais. C'est qu'à partir du moment où c'est le gouvernement qui décide, tu sais, où est le travail de chacun de se poser des questions, puis de justement essayer de trouver son propre équilibre là-dedans, c'est moi, tu sais, le gouvernement par exemple va décider pour tout le monde. C'est peut-être là où ça nous déresponsabilise d'un point de vue individuel par rapport à la question de dire tu sais moi j'ai pas trop à me préoccuper si c'est le gouvernement qui va décider. Est-ce que ça nous amène vraiment dans les bonnes réflexions puis celles qu'on a besoin d'avoir sur la question parce qu'on s'entend.
on va pas se déconnecter, là, tu sais, on s'en va pas Non. vers un ère où il va y avoir de moins en moins de technologie, là. Non, puis il y en a que ça rend service probablement de faire comme ah ben c'est ça le règlement. C'est plus de leur responsabilité d'avoir une législation au niveau de est-ce que tu dois avoir un écran ou pas, mais c'est plus comme ah ben c'est ça le règlement, comme fait que ça les déresponsabilise comme parents. Priscilla, j'ai une question à te poser en tant qu'entrepreneur, justement, parce que tu disais que tu te faisais happer beaucoup, toi, personnellement. Est-ce que tu penses que tu as une certaine responsabilité envers tes clients de les éduquer par rapport aux limites, justement, aussi reliées à la connexion, aux communications, à l'accès à toi? C'est une très, très bonne question. Oui, exactement. Alors, responsabilité, peut-être avec, voilà, pas en lettres majuscules non plus, parce qu'on va remettre l'enjeu au bon endroit, mais oui. En fait, notamment quand je suis plus sur l'aspect coaching, enfin, quand j'accompagne des entrepreneurs, souvent, les thématiques, il y a le perfectionnisme, l'envie de plaire, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, j'essaye de me driver en me disant, attends, si je réponds à 23h à ce mail-là, quel message je lui envoie, en fait, à cette personne? Ou à 23h ou encore pire, quoi. Et donc, oui, j'ai ça en tête. Effectivement, de temps en temps. Non pas parce que je veux paraître quelqu'un d'autre, pas du tout, mais parce que je me dis que, voilà, on travaille ces thématiques-là. Alors, soit je dis, tant pis, je répondrai demain. Soit j'y arrive pas, je suis faible, je réponds quand même. Par contre, je paramètre le mail pour qu'il parte le lendemain. Oui, parce que, tu sais, il y a une différence entre pourquoi je le fais pour moi, mais aussi le message que ça envoie et l'impact peut-être que ça aura sur le plus long terme. Là, cette fois-ci, ça va, mais si j'envoie le message que je suis toujours disponible à cette heure-là, ça se peut que ça engendre des choses que j'ai moins envie que ça engendre sur le long terme, là, que, moi, je suis toujours disponible puis tu peux m'écrire à n'importe quelle heure. Fait que, d'où l'importance aussi peut-être de communiquer ces limites-là et le fait de le faire pour nous-mêmes aussi, c'est un exemple qu'on donne aux jeunes qui sont autour de nous. Moi, je vois tellement de parents sur leur téléphone continuellement être incapables de mettre des limites, mais contrôler le temps d'écran de leurs jeunes, être super sévère à ce niveau-là, puis voir des jeunes dire, mais OK, mais ça a comme pas rapport, c'est pas cohérent, là, tu sais, avoir de la difficulté à comprendre pourquoi leurs parents leur imposent ça quand ils sont pas capables eux-mêmes. Puis je dois avouer que je me l'ai déjà fait faire la remarque ouch par une de mes ados. Ouais, mais toi, et en même temps, elle avait raison. Elle avait vraiment raison. Fait que David, par rapport à ça, justement, toi, est-ce que il y a une expérience marquante par rapport à l'usage des technologies qui a eu un impact significatif sur ta vision de voir les choses, soit positive, négative, peu importe? Ben écoute, moi c'était une expérience, tu sais, j'en ai comme deux professionnels et personnels, mais tu sais, dans ma personnelle, moi pendant la pandémie, c'est parce que moi j'ai toujours été un gamer aussi, puis donc pourquoi que travailler pour le Gamer Mentor, c'était comme parfait pour moi parce que tu sais, moi j'ai toujours été quelqu'un qui était connecté, mais là qui était aussi sportif, l'équilibre, mais là le jeu vidéo, j'aime ça. Fait que tu sais, c'était beaucoup ça, puis justement pendant la pandémie, ça m'a comme permis de juste revenir dans ce monde-là puis faire j'aime tellement ça, c'est tellement du temps de qualité plutôt que je suis sur YouTube à écouter vidéo back to back to back, ou même juste d'être sur Netflix. Ça me tente pas tant d'écouter d'autres choses, mais tu sais, tant qu'à ça, je vais juste écouter toute une série au complet en comme moins d'une soirée, qui est comme on sait même pas comment qu'on fait là pour la plupart d'entre nous. Donc tu sais, on est un peu là-dedans. Fait que tu sais, c'était comme juste d'avoir de quoi de vraiment significatif pour moi qui a fait OK, tu sais, c'est vraiment quelque chose un peu comme toi Caroline là, moi aussi Hogwarts Legacy là, depuis que je l'ai redécouvert, moi aussi j'étais un Harry Potter fan, puis ça m'a permis de reconnecter avec quelque chose qui était pour moi de très significatif quand j'étais jeune, tu sais. Fait que personnellement, tu sais, c'est ça qui est arrivé, mais de significatif en lien avec l'utilisation, c'est vraiment Gamer Mentor quand j'ai des consultations avec des parents puis des enfants. C'est quand on avait comme un tour de table sur comment qu'on voyait l'utilisation, puis que le jeune voulait juste faire comprendre à son parent, hey, genre, mettons que tu fais juste me regarder 1 heure là, de mon jeu, là, je perds pas mon temps. Puis c'était de comprendre qu'il y a, faut pas penser que juste parce que c'est de l'écran que c'est une perte de temps, parce que pour plusieurs d'entre nous ou tu sais les personnes qui sont concernées que le numérique c'est comme plus que juste un outil. Ça peut être une passion, mais c'est que ça nous passionne. De le côté négatif, tout le temps vers de retourner la médaille tout le temps dans la négative. Mais c'est ça, c'est que c'était juste le processus mental du parent de faire oh mon Dieu, depuis tantôt, tu fais juste me dire à quel point t'aimes ça, puis moi, je fais juste banaliser puis dire que c'est vraiment de la chenoute ce que t'es en train de faire. Mais dans le fond, c'est super beau, puis j'ai le goût de te regarder maintenant. Puis là, juste ce processus-là, Wow. ça a vraiment permis de juste comme ouvrir les choses, puis que par la suite, par eux-mêmes, l'enfant, autant lui, a été capable de se responsabiliser en sachant ouais, quand que je joue toute la nuit, c'est vrai que c'est pas nice. Je comprends en tant que parent que c'est chiant. Puis là, le parent faire ouais, je comprends que quand je te mets 10 000 restrictions,
puis que finalement, tu peux même pas profiter de une game, je comprends que c'est chiant. Juste par la communication pour se responsabiliser, chacun d'entre nous, c'est sûr, selon l'âge, bien évidemment, mais dans l'âge où ils sont matures pour se responsabiliser, puis nous, en tant qu'adultes, de comprendre leur réalité autant que la nôtre, ça fait vraiment C'est des bons points. libérer la parole, oui, mais c'est d'enlever toute la honte, la culpabilité, parce que quand on est continuellement dans le jugement par rapport à l'utilisation des technologies d'une autre personne, ben justement, elle-même, elle porte un certain fardeau de honte par rapport à ça. Puis je pense que tous ces sentiments négatifs-là, ça ne fait pas en sorte qu'elle peut justement retrouver un équilibre plus sain par rapport à cette utilisation. Même, c'est des mécanismes qui vont t'amener peut-être à vouloir fuir encore plus, puis à vouloir rentrer encore plus dans une potentielle dépendance, etc., etc. Je trouve ça très, très beau comme partage. Puis j'espère qu'il y a des parents qui vont entendre ça va leur donner envie peut-être de s'ouvrir un petit peu plus puis d'en jaser. Mathieu, j'aimerais ça savoir, toi, là, parce que c'est toi qui as fondé Gamer Mentor. On sent que c'est quelque chose qui est important pour toi. À celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient ça, trouver une façon de naviguer là, dans un monde hyper connecté, mais sans tomber dans les extrêmes, notamment nos parents exaspérés. Là. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Par où commencer pour ouvrir la réflexion? De se connecter, mais avec leur enfant. Le plus important, c'est ça. C'est la connexion que tu as avec ton enfant. C'est plus important que le nombre d'heures qu'il va faire dans son jeu vidéo. C'est plus important que ses notes actuellement à l'école. Tu sais, puis pourquoi je dis ça? C'est parce que, mettons qu'on prend les dépendances en général, là, ce qui fait qu'une personne s'en sort, là, c'est pas la médication, c'est son réseau. Parce qu'il va en avoir des rechutes. Puis le réseau est assez fort pour le ramasser. Fait que c'est pour ça qu'il faut sauter à pieds joints dans le jeu vidéo pour embarquer dans l'univers de notre enfant. C'est pas lui qui est censé nous enseigner d'avoir plein de passion. Là. C'est l'inverse. Là. Oui, ils nous en apprennent, mais tu sais, c'est nous qui est censé les préparer pour la vie. Là. Puis ben, hey, tu t'intéresses pas à autre chose, mais moi, en tant que parent, je prends même pas la peine de m'intéresser à ce que tu fais. Quel message j'envoie. Je trouve ça vraiment important comme message, puis sans tomber dans la culpabilité, mais déjà juste de s'intéresser à l'autre, Exact. à nos enfants, mais à nos collègues, à nos D'être amis, aux gens sincère. autour de nous. Puis d'être sincère dans le processus. Pas le faire parce que Mathieu a dit de le faire. Compris tout le monde? Non, parce qu'on n'est pas des moutons puis on n'entre pas dans des boîtes, Mathieu. Exact. Mais oui, je pense que c'est super important d'ajouter plus de connexion. On parle d'hyperconnexion depuis tout à l'heure. On a adressé la question du monde réel aussi, mais c'est peut-être d'arrêter aussi de mettre ça sur deux flancs comme si c'était le monde irréel puis le monde réel, parce que c'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'il n'y a pas une connexion réelle entre des humains, là. Tu sais, fait qu'on juste de revenir à l'intention de connexion, au désir d'être avec les autres, d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'apprendre à les connaître, de s'intéresser tout simplement. Je trouve que c'est un très, très beau message. Alors, rapidement, pour les personnes qui ont peut-être pas partagé pour le mot de la fin, Caroline, toi, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message pour conclure l'épisode? Ben, pour aller dans le même sens de ce qu'on a amené là, aujourd'hui, je trouve que la prévention puis l'éducation, ça va être vraiment la clé à tous les âges. Fait que l'éducation des parents, l'éducation des travailleurs autonomes, l'éducation des employés, l'éducation des employeurs, puis que collectivement, on a comme plus des questions nuancées sur notre utilisation du numérique, du bon numérique, c'est comme de ce qui contribue à l'éducation des enfants, les bons jeux à prendre pour les enfants, au lieu d'essayer de démoniser qu'est-ce qu'on peut prendre de bon là-dedans puis amener, puis qu'est-ce qu'on peut se poser comme question comme adulte, mettre ses limites, on les met où? Les limites envers les autres sur notre connectivité, mais les limites envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme limite autre qu'une application qui nous gère, qu'on bypass quand on est tanné? Super, merci Priscilla. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois que il faut qu'on bouge. Je crois que vraiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut qu'on bouge. Je me le dis à moi-même en le disant. Hein. Je veux pas être la donneuse d'ordre. Je suis lucide aussi sur mon addiction. Je crois que si on se bouge pas, on va aller vers un monde où il y aura énormément d'anxiété, encore plus. Un monde où la capacité de concentration va chuter complètement. Un monde où on serait incapable de supporter le silence, de supporter l'ennui, de supporter l'attente. Tout ça, je pense que vraiment pour toutes ces raisons-là, il faut bouger pour que ça change. Et entre autres, ça rejoint ce qui a déjà été dit, pour pas laisser la technologie nous submerger. Je pense que faut vraiment, alors se connaître, ça a été dit, mais vraiment être à l'écoute, être hyper attentif aux signes, les signes de surcharge numérique. Et c'est là qu'on va aller ajuster nos habitudes. Et pour terminer, je rebondirai sur ce qu'a dit Mathieu. Je suis 1000 fois d'accord concernant en tout cas les enfants. Il y a une porte d'entrée énorme avec les jeux vidéo, les écrans. On a, en tant que parents, une porte d'entrée énorme pour aller connecter avec nos enfants. Et l'exemple rigolo qui m'est venu quand je t'entendais parler, c'est qu'il y a quelques années, mes deux garçons, quand ils étaient à fond dans les jeux vidéo, il y avait un truc qui me rendait dingue, c'est quand je les appelais pour venir manger à table, ils venaient pas parce qu'ils me disaient je peux pas sortir sinon je vais être banni. Et donc au début, je n'avais rien à faire. C'était pas mon problème. Mais je voyais que ça les touchait.
mais vraiment gravement, en fait. Ils allaient être bannis du jeu, en fait, c'est grave. Et voilà. Pourquoi est-ce que nous, on bloquerait sur les jeux vidéo alors qu'eux s'intéressent à tout ce qu'on fait, quel que soit? Où est-ce qu'on peut trouver le compromis, finalement, plutôt que d'être ferme à 100% et de tirer juste de notre bord à nous? Où est-ce qu'on peut trouver peut-être un compromis pour que chacun se sente respecté dans ses besoins et ses limites? Merci. Je te laisse le mot de la fin. David. Je dirais se permettre. Autant se permettre d'arrêter, de continuer, d'être connecté, d'être pas connecté, puis de permettre aux autres aussi de pouvoir le faire, tout en étant de s'assurer que nos besoins sont respectés puis ceux des autres. Mon mot, ça serait vraiment permettre. Ça serait ça, je pense. Merci. Oui, c'est un beau permission. Alors, à toi qui nous écoutes, si tu t'es senti interpellé par ce qui a été partagé aujourd'hui, si tu as envie de répondre à la question trop ou pas assez alarmiste avec notre utilisation des technologies numériques, tu peux le faire via tes réseaux sociaux en laissant un commentaire sous l'épisode et tu vas trouver aussi en dessous de l'épisode tous les liens pour retrouver les invités aujourd'hui. Tu peux aller poursuivre ton échange avec elles, eux, si tu en as envie. Je pense que c'est ça la solution au final, c'est qu'on en parle plus, qu'on ouvre le dialogue. C'est la clé. Je souhaite à chacun qui nous écoute de prendre soin de soi et je vous dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.